Hello everyone. Hola a todas y a todos. Bonjour à toutes et à tous. Après ce bref moment multilingue, le reste de la séance se déroulera en français. Je vous remercie de votre compréhension à ce sujet et j'exprime toute notre gratitude aux interprètes qui traduiront nos propos en anglais et en espagnol pendant les 2 heures à venir. Je suis Thomas Vandeval, directeur adjoint du numérique et de la conservation aux Archives nationales, et je suis le président de cette séance, intitulée « Une approche collaborative permettant le renouvellement d'un système archivistique national, l'exemple français ». Si vous pensiez assister à une conférence sur un autre sujet, il est encore temps de vous éclipser discrètement. Au nom de mes collègues et de moi-même, je tiens tout d'abord à exprimer nos profonds remerciements au Conseil international des archives, et en particulier au Forum des archivistes nationaux, qui nous ont donné la possibilité de partager nos expériences et nos réflexions avec vous aujourd'hui. Je tiens également à saluer les organisateurs de ces conversations virtuelles 2022 qui nous ont très gentiment, Clarissa, Leigh, Elena et tous leurs collègues de TNA qui ont fait un travail remarquable pour que cette séance se déroule au mieux. Notre support de présentation sera justement déroulé par nos collègues de TNA qui nous ont très gentiment proposé de prendre en charge cette mission. En conséquence, ne soyez pas trop surpris d'entendre répéter « Next slide, please » à de nombreuses reprises pendant le temps que nous allons partager aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite. Next slide, please, la première. First slide, please. Maybe a little delay. Yes. Here it comes. Notre séance se déroulera en 2 parties. Une première partie d'1h30 où nous allons parler, suivie d'une période de 30 minutes de questions-réponses avec vous. Pendant la première partie, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau grâce aux fonctionnalités questions-réponses, Q&A, de Zoom. Nous nous efforcerons de répondre au plus grand nombre possible de ces questions pendant la deuxième partie, donc la dernière demi-heure, tout en vous laissant le temps d'en poser aussi en direct à ce moment-là. Merci de ne pas utiliser les fonctionnalités chat du Zoom pour les questions que vous souhaitez nous poser. Pendant toute cette première partie aussi, merci de conserver vos micros coupés. Next slide, please, Leigh. Thank you. Je vous avais prévenu que vous allez entendre Next slide, please pendant un certain temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter l'ensemble des intervenants de cette session. Tous sont français. 3 font partie de l'équipe du programme interministériel VITAM, dont il va beaucoup être question cet après-midi. Il s'agit tout d'abord d'Emmanuel Laborde. Bonjour. Directeur du programme VITAM. Emmanuel est informaticien. Il a une expérience de chef de projet et de consultant en architecture des systèmes d'information. Il a rejoint l'équipe VITAM en 2015 comme directeur technique, puis en a pris la tête en 2020. Alice Grippon, bonjour. Directrice de la diffusion et des partenariats du programme VITAM, est archiviste de formation. Elle a auparavant travaillé pendant presque 15 ans au sein de l'Association des archivistes français. Marion Ville, bonjour. Est responsable fonctionnelle au sein du programme VITAM. Également archiviste de formation, elle a notamment été responsable de projets informatiques dans plusieurs services d'archives locaux. Édouard Vasseur, qui est à distance, de nous entendre, Édouard, est conservateur du patrimoine. Après avoir exercé plusieurs postes à responsabilité dans différents services d'archives, il a assumé la fonction de directeur fonctionnel du programme VITAM de 2015 à 2020. Il est désormais professeur à l'École nationale des chartes, où il est titulaire de la chaire d'histoire des institutions de diplomatique et d'archivistique 19e, 21e siècle. Nicolas Bell, bonjour. Également archiviste de formation, travaille au sein du ministère des Armées. Il est le responsable fonctionnel du projet Archipel depuis 2017 et a notamment contribué au déploiement de VITAM au service historique de la Défense en 2021. Erwan Ramondinck, bonjour. Conservateur du patrimoine au sein de la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 2015. Il est devenu directeur du projet du système d'archivage électronique Saphir en 2018 et exerce également la fonction de chef du pôle archivage et pérennisation des données numériques depuis 2021. Quant à moi, je suis Thomas Vandeval, donc conservateur du patrimoine également. J'ai rejoint les Archives nationales en 2012 en tant que responsable du département des archives électroniques et audiovisuelles, puis j'ai été directeur du projet Adamante de 2015 à 2021. Voilà, nous sommes nombreux à vous parler aujourd'hui. Ces présentations ont sans doute été un peu longues.
Donc, je vous propose de débuter véritablement notre session sans tarder, en commençant par une présentation de ce qui nous a tous rassemblés et nous rassemble encore devant vous aujourd'hui, Vitam. Je cède donc la parole à mes collègues Emmanuel, Alice et Marion pour vous en parler. Merci. Next slide, please. Alors, quand on a commencé à préparer cette séance, l'idée pour nous était de raconter une histoire un petit peu. On s'est dit, il y a un point de départ, il y a une arrivée, qu'est-ce qu'on veut en dire? Donc, ne vous étonnez pas, le support est construit sur l'image un petit peu d'une conquête spatiale. Alors, sans dire qu'on est des astronautes et qu'on va à la découverte de planètes et qu'on explore tout l'univers, on n'en est pas là. Mais voilà, c'est un peu l'idée qu'on a pris. Et Emmanuel Laborde va vous expliquer en quelques mots quel était le point de départ de ce programme Vitam et des besoins de la première mission, de la mission initiale et des constats faits à l'origine pour lancer ce programme. Next slide. Thank you. La métaphore spatiale est tout à fait visible sur cette planche, mais en fait, le paysage de départ qui a été abordé et constaté aux environs des années 2010-2011, c'est un paysage de transformation et de révolution numérique en approche. On parle de tsunami numérique, la vague à l'horizon, avec l'ensemble des services d'archives pour l'archivage définitif ici représentés, qui font un constat de part croissante d'archives numériques qui arrivent dans leur service, en tout cas aux archives nationales. Le constat, c'est qu'aux alentours des années 2010, il y a chaque année autant d'archives numériques qui sont déposées que collectées depuis les 20 dernières années. Ce paysage, c'est un paysage donc de très grosse volumétrie d'archives qui arrivent dans les services, avec une variabilité très importante de type de format et aussi des questions sur la description de ces archives et donc sur les métadonnées qui doivent les accompagner. C'est aussi le constat que globalement, les services, si jamais l'exponentielle continue, vont se faire submerger par ces archives et qu'on ne sait pas réellement les traiter. Donc, il y a une prise de conscience et elle réunit à la fois les archivistes et les services informatiques de l'État. Et, chose rare peut-être, coordination et décision de réagir collectivement à cette situation et donc de partir en conquête spatiale. Next slide, please. Oui, on nous dit de ralentir un petit peu. On va essayer de parler un petit peu plus lentement. Donc, ce qui se matérialise au bout de quelques années par rapport à ce constat, ça se matérialise par la création du programme Vitam, qui va réunir l'ensemble des ministères en charge de l'archivage définitif pour la construction d'une solution logicielle capable de répondre à ce défi, donc la solution Vitam. Variabilité des données, des formats, variabilité de la description des archives et être capable d'assurer une pérennité complète de ces archives, la non-perte des données dans le temps sur des durées très importantes, donc voire sans limite. Next slide, please. L'aventure va réellement démarrer en 2015 avec les premiers financements et les premiers travaux pour démarrer cette réalisation. Le programme englobe bien une dimension d'édition d'une solution logicielle, mais également le suivi de l'implémentation de cette solution logicielle dans chacun des ministères qui a fait le choix d'adopter cette solution et de se joindre au programme. Également est prévu dans ce programme d'étudier la réutilisabilité du logiciel. Donc on voit qu'on n'a pas affaire à uniquement une question qui réunit archivistes et informaticiens, mais toute une dimension aussi de réutilisabilité et de diffusion de cette solution. La pérennité passant aussi
par assurer un usage maximal, une base la plus importante d'utilisateurs à cette solution-là. Un certain nombre d'exigences sont posées également sur la manière de réaliser ce programme, parce que l'État a l'expérience de nombreuses ambitions qui ne se passent pas toujours bien, décide que ce programme doit être mené en agile et avoir des résultats évaluables de manière régulière. Tout au long des années, est prévu régulièrement, une fois par an à minima, des livraisons qui permettront à la fois aux utilisateurs embarqués dans le programme, mais aux réutilisateurs également, d'évaluer les résultats et l'avancée concrète du programme. Elle permettra aussi également à chaque utilisateur, donc les 3 ministères porteurs au cœur du programme, d'implémenter au fur et à mesure les fonctionnalités dont ils ont besoin. Le club utilisateur commence à se structurer. Il ne s'appelle pas encore club utilisateur, mais club partenarial, comité partenarial. Et il commence à fédérer quelques utilisateurs qui se manifestent comme étant intéressés par cette solution. Et tout au long des années, ce club va croître pour arriver aujourd'hui à 44 réutilisateurs potentiels. Next slide, please. L'objectif du programme n'était pas de construire dans son coin une solution d'archivage électronique, mais bien de co-construire cette solution avec ses utilisateurs initiaux. Un des premiers principes de construction était de bâtir un back-office qui permette à des archivistes d'assumer une fonction d'archivage électronique. Ça, c'était vraiment le principe de base, développer un back-office qui permette d'assurer l'archivage électronique. Cette co-construction obéissait à plusieurs principes. L'objectif de la solution était d'être utilisable au cœur des plateformes, quels que soient les usages de nos utilisateurs. Elle devait permettre de gérer à la fois des archives physiques et numériques dans des contextes d'archivage électronique différents, que ce soit de l'archivage courant, intermédiaire ou définitif. Un des seconds objectifs du programme et des développements est d'offrir des services aussi bien à des fournisseurs de contenu, je pense aux applications versantes, mais aussi aux consommateurs, aux applications qui n'ont besoin que d'accéder aux archives, quelles qu'elles soient. Des applications dédiées aux archivistes, des GED et des applications métiers, telles que des applications qui gèrent des données des ressources humaines. Un troisième objectif était de permettre une organisation de l'information qui garantisse la coexistence de schémas de métadonnées multiples et une navigation facile dans les archives. Et ce, sur un nombre d'archives, un nombre important d'objets d'archives. Dès le départ, on est parti du principe que la solution logicielle Vitam devait être amenée à gérer plusieurs millions d'archives pour un même processus. Et enfin, elle devait permettre la mutualisation au sein d'une même plateforme, la mutualisation d'un service archivage dans un contexte multitenant. Dernier principe, elle devait pouvoir s'appuyer sur des solutions déjà existantes, libres d'utilisation, que ce soit aussi bien en front office ou en termes d'offres de stockage. Bien sûr, nous ne sommes pas partis de rien, next slide please, pour pouvoir bâtir cette fusée, ce back-office Vitam. Nous sommes basés sur un certain nombre de principes généraux, à savoir un certain nombre de normes existantes à l'époque, au départ du projet. Ces normes-là se basaient aussi bien sur des aspects métiers, notamment le code du patrimoine, des normes de description archivistique, des normes plus spécifiques à l'archivage électronique, je pense à l'OIS, qui nous a permis de bâtir le périmètre fonctionnel de la solution, la NFZ 42013 sur la pérennité des données, des normes de gestion des documents d'activité, des normes liées à la sécurité des systèmes d'information, également des normes liées aussi aux aspects d'accès,
et à la protection des données personnelles, mais également des normes spécifiques qui étaient propres à un usage de certains de nos utilisateurs. Je pense notamment au Code de la Défense, qui était particulier en termes de besoins pour le ministère des Armées. Next slide, please. Donc, tous ces aspects-là de cette partie, cet objectif de développer un back-office nous a amené, au fil des ans, avec la multiplication de nos utilisateurs, de proposer un service de front office qui nous permette de piloter dans un cockpit, tel que c'est représenté dans cette slide-là, de pouvoir piloter le back-office qui est la solution logicielle Vitam. Ces développements d'un front office émanent d'un besoin du club utilisateur et de 4 acteurs en particulier. Donc c'est une brique logicielle qui est actuellement en cours de développement et qui est également, je parlais de co-construction tout à l'heure, qui émane d'une initiative de certains de nos utilisateurs. Next slide, please. Marion a pu évoquer sur cette diapositive la co-construction du front office, qui est donc finalement un projet qui a été ajouté à la mission initiale et qui répondait vraiment à des besoins d'utilisateurs. Puisque les utilisateurs, Emmanuel vous en a parlé, sont là depuis l'origine en objectif peut-être secondaire, mais en objectif quand même, avec une idée au départ d'avoir 5 réutilisateurs. Cette année, on vient d'avoir nos 2 derniers utilisateurs qui font donc un club utilisateur à 44 membres, avec une grande variété dans ces membres, puisque vous voyez évidemment que cet écosystème comprend les ministères qui sont là depuis le début et à l'origine du projet du programme Vitam, également d'autres ministères et des acteurs totalement différents, comme les collectivités territoriales, donc des départements et des communes françaises, des opérateurs. Donc ça peut être un musée, ça peut être la RATP, le commissariat à l'énergie atomique, même un hôpital. Et puis également dans cet écosystème, on a à cœur d'avoir des entreprises du secteur numérique pour pouvoir dialoguer avec elles et dans l'idée que tout le monde soit accompagné, qu'il y ait un mouvement d'entraide entre tous ces utilisateurs. Alors évidemment, avec 44 membres, on a des projets, des périmètres de projets d'archivage électronique très différents. Certains sont maintenant uniquement en exploration, je dirais, en première approche, et puis d'autres sont déjà en exploitation, en production, et donc avec des questionnements qui sont parfois très différents et qu'il convient maintenant pour nous de mettre en musique et d'associer tous ensemble pour que chacun, tout en répondant à tous leurs besoins à eux, mais que cette communauté permette de grandir et de monter en compétences. Next slide, please. Alors, au niveau de l'accompagnement proposé pour que justement cet écosystème puisse évoluer tous ensemble, on a, grâce au club utilisateur, mis en place toute une comitologie, des réunions, des ateliers qui nous permettent d'une part de parler aussi bien de ce qu'est la solution logicielle Vitam que de ce qu'il faut traiter un petit peu en marge, mais qu'il est nécessaire de traiter pour évoluer au sein de cette conquête spatiale, je dirais. C'est-à-dire qu'on a lancé des chantiers métiers embarquant tous ceux qui souhaitaient réfléchir à certains sujets, pas toujours directement en lien avec Vitam, mais qui permettaient à toute la communauté archivistique, par exemple, de monter en compétence sur certains sujets. Je crois qu'on reparlera du groupe de la cellule de veille, mais tout le travail autour de la préservation numérique a été justement guidé par ces chantiers métiers. Actuellement, nous entamons un chantier autour des identifiants ARC et nous initions quelque chose sur la signature électronique. Donc l'idée pour nous est bien d'accompagner les acteurs de l'écosystème autour de ces questions et finalement au fur et à mesure de ce projet initié en 2015, on a pu s'arrêter sur certaines planètes plus que sur d'autres pour pouvoir les explorer alors même que la route pouvait peut-être être plus droite. Mais ce n'était pas notre souhait, le souhait était bien de favoriser l'écosystème et l'entraide au sein de celui-ci. Thomas, je te laisse poursuivre. Next slide, please. Voilà, après cette présentation un peu détaillée de Vitam, nous souhaitons évoquer différents exemples d'implémentation de ce logiciel
en commençant par les projets des 3 ministères qui se sont alliés dès 2013 pour permettre le lancement de l'aventure Vitam. Je donne donc tout d'abord la parole à Nicolas Bell du ministère des Armées pour le projet Archipel. Next slide, please. Alors, écoutez, bonjour à tous. Donc, le projet Archipel est un projet qui, comme les projets de mes camarades, présente une singularité. Malgré tout, je peux dire, sans trop me tromper, qu'il est assez atypique, même au sein de l'écosystème Vitam. Donc, c'est un logiciel qui a pour ambition, un projet qui a pour ambition de fédérer les données des 10 sites qui composent le SHD et qui se veut un logiciel complètement hybride, c'est-à-dire qu'il doit nous permettre de décrire nos archives, quel que soit le support, qu'il s'agisse d'archives physiques ou électroniques, et on a pu utiliser toute la plasticité de Vitam pour pouvoir gérer ces descriptions. C'est un projet qui, ministère des Armées oblige, a pour ambition de gérer les archives, quel que soit le niveau de classification. Et c'est un SIA qui se base sur le principe que finalement, les processus, qu'on parle de papier ou d'électronique, ne sont pas si différents que ça, même si on le verra après dans le détail, la masse ou la granularité peut changer. Et donc, qui va essayer d'implémenter des processus les plus harmonisés possibles. Ce n'est pas toujours possible, mais les plus harmonisés possibles, que l'on parle de papier ou d'électronique. C'est enfin un projet qui va non seulement s'appuyer sur Vitam pour gérer ses archives, mais aussi sur un logiciel du marché pour gérer les processus archivistiques. Next slide, please. Donc, comme on le voit, next slide, please. Thank you. Comme on le voit sur ce petit schéma, on a un SI qui est un système d'information qui est séparé en plusieurs parties. Donc, d'un côté, en front office, Everteam Archive, donc un logiciel du marché qui va porter, comme je le disais, les processus de gestion des archives, donc les entrées, la partie traitement, la gestion de la communication. On va avoir derrière Vitam, dans lequel on va intégrer nos descriptions, que l'on parle des descriptions des objets électroniques comme des objets physiques. Et enfin, dans Vitam, on va trouver les documents électroniques ou numérisés sur des archives qui sont décrites. C'est un logiciel qui est ouvert vers le monde extérieur de deux manières. Donc, en entrée, permettre aux services versants, aux applications entrantes, aux applications du ministère de pouvoir déposer directement leurs archives dans Vitam, mais aussi vers le public, puisque à terme, Archipel sera en lien avec les sites du ministère des Armées. Alors, vous pouvez voir que la brique Vitam dépasse un petit peu du carré qui était prévu pour Archipel. Il y a une vraie volonté au sein du ministère des Armées d'urbaniser Vitam, c'est-à-dire pas seulement pour gérer les archives définitives, mais aussi pour permettre aux applications qui ont des besoins sur du long terme d'archivage intermédiaire, comme les applications RH, de pouvoir s'appuyer sur les capacités de Vitam pour préserver ces données. Alors, ça fait 1 an aujourd'hui qu'Archipel est en production. Donc, après 1 an, on peut déjà vous donner quelques premières statistiques d'utilisation. 545 versements, 37 000 boîtes créées, ce qui représente 3,7 km, 90 000 unités d'archives qui ont été créées et pas loin de 5 000 communications qui ont déjà été faites.
Voilà pour cette rapide présentation. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues. Next slide, please. Merci Nicolas, merci beaucoup. Erwan, peux-tu nous parler du projet Saphir pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? Alors, tout à fait. Next slide, please. Yes, thank you. Donc, au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, l'implémentation du logiciel Vitam se fait à travers le projet Saphir. C'est un projet qui est né en 2016 avec 3 aspects qui me paraissent aujourd'hui les plus importants. Évidemment, le premier objectif, c'était d'installer le logiciel Vitam au sein de nos infrastructures informatiques et aussi de développer des interfaces utilisables par des archivistes, mais aussi utilisables par d'autres applications, à la fois pour verser des archives, mais aussi pour pouvoir les gérer. L'objectif, c'est vraiment de diverser toutes les archives produites par les agents du ministère au quotidien, que ce soit en France et dans notre contexte, évidemment, à l'étranger. Au sein du projet, un des enjeux aussi fondamentaux, c'est aussi de évidemment collecter des données pour pouvoir les conserver. Et ces données sont vraiment de toutes sortes. On a une particularité, c'est que nous, on a un système de correspondance diplomatique qui est vraiment le cœur de notre métier, et ça a une vraie importance pour notre ministère. On collecte aussi des données concernant la gestion et l'administration des Français à l'étranger, et également des messageries électroniques. Le dernier enjeu important sur lequel on travaille toujours actuellement, c'est d'offrir un accès à ces données aux diplomates et aux agents qui sont notamment dans les postes diplomatiques et consulaires, donc à l'étranger, parce qu'il y a une vraie demande en interne à pouvoir accéder à des données qui remontent à 10 ans, 30 ans, voire. Et nos diplomates travaillent beaucoup avec des données anciennes, ce qu'on appelle en interne les précédents. Next slide, please. Donc là, je vais vous présenter un peu alors ce qu'on appelle aussi chez nous en français une big picture de Saphir avec les différents modules, ou en tout cas les différentes étapes de l'architecture globale du système. Donc, c'est une architecture qui traduit vraiment tous les enjeux que je viens de décrire. Sur la gauche, on a la partie collecte et qui va ensuite, les archives vont passer différentes étapes, différents stockages et traitements intermédiaires pour arriver dans notre brique Vitam. Et donc, on a une collecte qui se fait en France, dans nos services d'administration centrale, mais également dans les ambassades et les consulats. Et en fonction de l'origine des collectes ou en fonction des modalités, manuelles, automatisées, les traitements peuvent être différents. Là, ce que je vous montre ici, il y a des choses qui sont automatisées, il y a des choses encore très manuelles. En fonction des différents besoins, on a plus ou moins automatisé certaines tâches. Les différents traitements sont assez divers. Alors évidemment, on a des contrôles d'intégrité réguliers à chaque étape, des contrôles antiviraux, mais également de l'enrichissement de métadonnées et à la fin, une mise en concordance avec le formalisme qui est prévu pour rentrer les métadonnées au sein de Vitam. Et vous pouvez voir des choses en pointillé. Et en fait, tout ce qui est pointillé, c'est encore l'après. C'est le futur de Saphir, et notamment, c'est des choses qui sont encore en cours de cadrage, notamment sur l'accès aux archives numériques. Merci, Erwan. Next slide, please. Voilà, donc je vais reprendre la parole pour vous parler du projet Adamant des archives nationales. Donc en France, les archives nationales conservent les archives de toutes les institutions publiques de niveau national, à l'exception donc du ministère des Armées et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça représente plusieurs centaines de services producteurs avec lesquels nous travaillons. Nous ne récupérons que des archives définitives, contrairement à mes 2 collègues, c'est-à-dire des archives de long terme, après une période de conservation et une sélection qui sont opérées par les ministères. Nous collectons et nous conservons des archives nativement numériques depuis 1984. Aux archives nationales, donc, le projet d'implémentation de Vitam s'appelait Adamant. Il a été mené de 2015 à 2021. Sur le plan informatique, l'un des principaux gains attendus du projet Adamant consistait à faciliter les travaux réalisés par des humains qui jusque-là opéraient manuellement une grande partie des tâches liées à l'archivage numérique.
Nous comptions également beaucoup sur Vitam pour nous aider à accroître nos capacités de prise en charge, tant en termes de volume que de diversité d'archives, comme cela a été évoqué. Cependant, le projet Adamant recouvrait aussi d'autres objectifs: développer de nouveaux services aux utilisateurs, notamment en matière d'accès aux archives numériques pour le grand public, prendre en compte les changements introduits par la révolution numérique, avec la part grandissante du numérique au détriment du papier, et en tirer les conséquences sur nos méthodes de travail et notre organisation. Et enfin, développer les connaissances et la pratique de l'archivage numérique au sein des archives nationales, qui était assumée en 2015 par une équipe de 5 personnes sur un effectif total de 500 personnes. Next slide, please. Donc voici le résultat de l'implémentation de Vitam aux archives nationales dans la partie logicielle, puisque nous avons aussi mis en œuvre des infrastructures dédiées. Donc ce résultat, cette solution est le reflet des spécificités des archives nationales. La partie centrale du système, celle qui est en rouge, est celle qui est dédiée aux archivistes. Comme Vitam n'avait pas de front office en 2015, nous avons choisi à ce moment-là de construire de nouveaux modules au sein du logiciel que les archives nationales venaient de concevoir pour la gestion de leurs archives papier. Cette application s'appelle le SIA. Donc, à côté des modules du SIA qui préexistaient en 2015, nous avons réalisé des interfaces homme-machine adossées à Vitam pour la prise en charge, la gestion, la conservation des archives numériques. En amont du SIA, notre postulat de départ était que les services producteurs devaient nous fournir des SIP préconstitués selon nos attentes. Il s'agissait là d'une contrainte liée à notre vocation multiministérielle. En aval, la dissémination a été organisée vers 3 silos dédiés à l'accès aux documents d'archives numériques. Le premier de ces silos permet un accès direct aux métadonnées et aux archives librement diffusables sur Internet. Cette plateforme spécifique a été mise en service en décembre 2021. La dissémination sur Internet est très facile à réaliser pour nos utilisateurs internes, mais elle est entièrement contrôlée par eux, avec des garde-fous de sécurité offerts par le système. Les internautes peuvent consulter différents types de documents d'archives nativement numériques, comme des documents bureautiques, des images, des vidéos. Les 2 autres silos fournissent des accès à des archives non librement diffusables. Pour ces 3 silos, nous avons conçu une seule interface que nous avons dénommée Adamant. Il s'agit encore d'un prototype qui a vocation à évoluer dans les prochaines années. Sur Internet, nous l'avons mise en ligne avec un volume relativement faible de données afin de recueillir des retours des internautes sur son ergonomie et sur sa facilité de prise en main. Nous serions d'ailleurs extrêmement intéressés par des retours de votre part. Durant le temps du projet Adamant, près de 150 séances de travail avec des utilisateurs ont été organisées. Séances de définition de priorités de développement, de conception d'écran, de démonstration, de formation, etc. La plupart de ces séances d'échange ont été menées avec des archivistes, mais nous avons également réalisé une série de sessions avec des utilisateurs externes pour concevoir les interfaces du prototype d'accès en 2019. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'implémentation de Vitam aux archives nationales, donc le projet Adamant. Mais les projets de nos 3 ministères ne sont pas les seuls à avoir implémenté Vitam aujourd'hui. Je redonne donc la parole à l'équipe Vitam pour vous parler de certains autres de ces projets. Next slide, please. Et comme projet supplémentaire, le premier d'entre eux, c'est donc en fait plus qu'un projet, c'est l'ambition de la réalisation d'un service interministériel d'archivage. Donc là aussi, c'est issu d'un constat, hein, 2 constats au moins. Le programme Vitam est un succès dès les années 2018-2019. Il y a des implémentations en France du logiciel Vitam dans les ministères. Tout le monde est rassuré sur le fait que le programme donne des fruits et qu'il est très utile. La réutilisation du logiciel, on voit aussi une forte marque d'intérêt avec la croissance des utilisateurs, mais on constate aussi une difficulté.
tous les utilisateurs potentiels n'ont pas la capacité à mener un projet d'ampleur ambitieux, aussi structuré que ceux qui vous ont été présentés ici par les ministères porteurs du programme Vitam. Un certain nombre d'utilisateurs préfèrent en fait se fédérer pour renforcer encore la mutualisation, c'est-à-dire pas uniquement se réunir sur une solution, bien qu'ils décident de faire un front office commun à Vitam pour l'archivage intermédiaire, mais aussi de mutualiser les plateformes techniques, l'infrastructure et l'exploitation. Et en 2019 est lancé le projet Vitam as a Service, qui a pour ambition de faire l'archivage courant intermédiaire, interministériel. Et c'est une offre de service qui va être portée et développée pour l'ensemble de l'État central, d'abord, les ministères et les opérateurs, et finalement ouvert aux collectivités territoriales. Voilà. La base de ce projet Vitam Accessible en Service, c'est quand même une copie de la recette du programme Vitam. Il est finalement inscrit à l'intérieur du programme comme un projet d'implémentation supplémentaire, avec une gouvernance et des ministères porteurs qui vont être les porteurs de cette offre de services d'archivage. Elle réunit cette gouvernance la direction interministérielle du numérique, le service interministériel des archives de France, mais également donc, ces ministères, les ministères sociaux, le ministère de la transition écologique et le ministère de la culture qui a une mission archive qui s'occupe également d'archivage intermédiaire. En 2019, fin 2019, début 2020, commencent les travaux pour la création d'un front office qui va pouvoir permettre l'utilisation du back-office Vitam en proposant une expérience utilisateur commune pour l'ensemble de ces ministères et qui va être exploité et opéré sur un cloud interministériel du ministère des Finances, le cloud Nubo. Donc la totalité de la chaîne de traitement de l'édition du logiciel jusqu'à l'exploitation des infrastructures et de l'usage est fait par le personnel de l'État. Donc c'est une transformation importante qui passe d'un produit à un service ouvert à tous. Next slide, please. Chaque ministère utilisateur de Vitam as a Service a accès donc à ses propres interfaces, à un espace d'archivage électronique cloisonné. On ne voit pas ce que fait l'autre ministère ou utilisateur. Donc un espace dédié, cloisonné et personnalisable, tel que vous voyez ici. Nous avons personnalisé aux couleurs de l'ICA le dashboard de Vitam UI, des interfaces qui sont mises à disposition. Donc, il faut savoir que ces interfaces sont adaptables en fonction des besoins, donc aussi bien de manière ergonomique, mais également en termes de logo et aussi de langue, parce que les interfaces sont également accessibles en anglais. À côté de cet accès à des interfaces est proposé un service qui s'adapte aux besoins des utilisateurs. Une comitologie propre a été mise en place à l'écoute des besoins des utilisateurs parce que les interfaces sont encore en cours de développement et d'évolution. Et bien sûr, ce service, pour le moment, est accessible aux 3 ministères historiques qui avaient vocation à utiliser Vitam as a Service. Néanmoins, le service est ouvert à d'autres utilisateurs, à d'autres organisations qui souhaiteraient y adhérer. Next slide, please. Vitam Accessible en Service est bien un projet d'implémentation qui nous permet, nous, Programme Vitam, depuis son ouverture au 29 septembre 2021, finalement, d'avoir en interne un exemple de projet en exploitation, en maintenance,
en homologation avec des conditions réelles telles que peuvent le connaître les 3 ministères que vous avez entendus juste avant et leurs projets. Ce qui nous permet aussi de pouvoir se confronter aux mêmes questions qu'eux ont aussi dans le cadre de l'exploitation, de pouvoir répondre plus facilement à leurs demandes et nous de fournir un service qui est assez unique dans l'univers de l'interministériel et même assez unique puisqu'il est ouvert, comme le disaient Marion et Emmanuel, à des opérateurs et à des collectivités. Pour information, on vous a indiqué là un petit peu l'usage du service. C'est quelque chose sur lequel on est vigilant en termes de performance essentiellement, de pouvoir faire réagir l'outil et paramétrer la plateforme pour qu'elle accueille correctement les données des utilisateurs. Et donc là, en 6 mois, on vient de fêter finalement les 6 mois de ce service. Nous avons dépassé le téraoctet de données et les versements se font petit à petit. Chaque utilisateur a vraiment pour l'instant un usage totalement différent du service et ça nous permet aussi de le confronter à des usages qu'on peut constater chez les 3 ministères culture, affaires étrangères et armées en même temps que ces utilisateurs-là. Next slide, please. On tenait également à vous indiquer ce qu'il y avait, puisque donc là c'est un petit point des projets qui sont d'ores et déjà en production avec la solution logicielle Vitam. Donc là c'est un point organisé chronologiquement avec donc, les archives nationales en production depuis novembre 2018. La société Xeliance, qui est un tiers archiveur, tiers hébergeur, a fait le choix de la solution logicielle Vitam pour construire son offre de service vers ses clients en opérant un Vitam. Alors, ça peut se déployer aussi bien chez le client qu'avec une offre SaaS et donc un hébergement en offre SaaS. Et c'est depuis 2019. Ensuite, on a le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées, si je ne me suis pas trompée sur les dates. Et puis l'année dernière, en plus du ministère des Armées en début d'année, l'URSSAF, qui est donc une caisse de santé au niveau de la France, a fait ses premiers déploiements. Alors, ce n'est pas encore complètement déployé sur toute la France. Ils ont priorisé et déployé par centres régionaux un projet avec Vitam. L'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle, qui gère en France tout ce qui est dépôt des brevets de marque, a fait des premières ouvertures de flux, c'est-à-dire qu'il y a d'ores et déjà des applications qui sont après archivées avec Vitam, en particulier les brevets, justement, quand une marque veut déposer un brevet. Ensuite, c'est interconnecté avec leur plateforme basée sur Vitam. Et d'autres flux sont en préparation pour l'INPI. Évidemment, en septembre, Vitam accessible en service, on en a parlé. Et puis, en dernier lieu, au niveau des projets vraiment, enfin, en production, c'est la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, depuis décembre 2021, qui, là, est déployée également sur quelques points régionaux, sur des chaînes de dématérialisation des feuilles de soins. C'est-à-dire quand on est malade, qu'on n'a pas encore notre carte vitale, on peut avoir encore des feuilles de soins. Eh bien, ces feuilles de soins sont dématérialisées et entrées après dans Vitam. C'est une opération d'ampleur puisque ça représente actuellement en 2 mois on a dépassé les 2 mois, mais en gros, en 2 mois de production, ils entraient 8 millions d'archives sur ces 2 mois-là. Donc, c'est évidemment quelque chose, voilà, ça donne un peu une idée de la diversité des projets, tant sur les périmètres que sur les volumétries de ces projets. Merci beaucoup, Alice. Voilà, nous avons désormais largement évoqué le partenariat Vitam et ses implémentations aujourd'hui. Mais quelle est la situation finalement par rapport à la prise en compte de l'archivage numérique dans nos institutions de manière plus globale, ce qui nous avait incité d'une certaine manière en 2013 à lancer ce projet commun? Je vous propose de prendre un petit peu de recul grâce à Édouard Vasseur. Donc Édouard est le seul qui n'est pas avec nous aujourd'hui physiquement, il est à Dakar au Sénégal, j'espère qu'il
Il nous entend bien. C'est la parole, Je Edouard. vous entends. Je Merci, vous entends. Edouard. Next slide, please. J'attends la slide. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Vitam, vous l'avez compris, ça a été un gros programme, c'est plusieurs projets, c'est au départ une solution logicielle, c'est l'implémentation de cette solution logicielle, c'est un programme qui, donc, depuis 2015 a déjà bien avancé. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, les principaux services d'archives, les plus gros services d'archives en France disposent d'une plateforme opérationnelle pour leur permettre de collecter, de conserver et de mettre à disposition les archives numériques selon le rythme et la complexité qui est celle des archives et des besoins des producteurs et des utilisateurs aujourd'hui. Alors, ça a été un projet qui est venu de la base de ces services d'archives, mais voilà, donc beaucoup de choses a été réalisées et Vitam a été un catalyseur de la question de l'archivage électronique en France. Alors maintenant, où en est-on? Et si on prend un peu de recul, est-ce que tout est réglé? Alors non, naturellement, tout n'est pas réglé. Le bâtiment d'archives n'a jamais fait la résolution de tous les problèmes de l'archivage dans les organisations et chez les personnes, mais on a déjà bien avancé. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore aujourd'hui à faire? Mes camarades parleront ensuite de leur situation et de ce qu'ils estiment chacun dans leur ministère. Mais moi, je vais vous donner une vision que j'espère un peu plus large pour vous dire, à mon avis, en tant qu'ancien responsable fonctionnel du programme Vitam et aujourd'hui professeur à l'École nationale des chartes, je vois sur les questions d'archivage électronique. Alors, sur les questions d'archivage électronique, il reste encore des questions théoriques naturellement à régler. Au quotidien, chaque projet d'archivage électronique est un nouveau projet et oblige les archivistes à réfléchir à remettre en cause les concepts et les méthodes qu'ils ont apprises dans le cadre de leur formation et dans le cadre de l'archivage physique. Alors, la question du fonds, par exemple, le fonds d'archives, qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'archives aujourd'hui à l'heure numérique, à l'heure où de plus en plus, par exemple, les organisations produisent leur information non plus de manière, stockent leur information non plus de manière délocalisée, mais au niveau central, même si ce sont des opérateurs au niveau local qui saisissent et qui gèrent les dossiers. On a aussi des cas où on va avoir un même document qui va être partagé entre plusieurs fonds d'archives, entre plusieurs producteurs, entre plusieurs fonds d'archives, là où avant, on avait autant de documents que de fonds d'archives, que de producteurs. L'archivage électronique remet en cause aussi la notion de document. On avait l'habitude des informations qui étaient rédigées sur un support. Aujourd'hui, les choses sont plus complexes et chaque projet d'archivage électronique oblige à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut archiver, comment il faut l'archiver. Et ce sont des choses qui sont encore en cours d'apprentissage et il y a encore des discussions. En France, chaque projet est l'occasion d'une discussion en termes de ce qu'est l'archivage, ce qu'est l'objet ou les objets à archiver. Ensuite, il y a des questions qui sont des questions davantage pratiques, davantage des questions de professionnels. On a encore tendance, parfois aujourd'hui, à se poser des questions en termes d'archivage, se dire il faut que j'archive les données qui sont dans tel logiciel, les données qui sont dans telle application métier, ou les données qui sont dans la messagerie électronique, les messageries qui sont sur les serveurs. Et on a tendance à analyser ce qui est présent dans un objet technique. Et il nous faut aujourd'hui reprendre aussi plus de hauteur pour se remettre au niveau parfois du processus métier et dans toute sa complexité de sa mise en œuvre, avec tous les outils qui permettent de le mettre en œuvre pour définir quel est le bon périmètre d'archivage.
On doit aussi prendre en compte le fait que tous nos ministères, toutes nos organisations ne sont pas dotés de services de records management. Et donc, il y a tout un travail à faire pour améliorer la gestion du cycle de vie des documents et des données au sein des organisations. Nous avons l'habitude, nous commençons à avoir l'habitude de traiter un certain nombre d'objets techniques, la bureautique, les PDF, la messagerie, les messages électroniques, les documents audiovisuels. Mais il y a encore un certain nombre d'objets que nous ne maîtrisons pas particulièrement et qui n'ont pas encore fait l'objet de grands projets d'archivage. Je pense notamment à tout ce qui est cartographie, à tout ce qui est documents en 3 dimensions. Je pense aussi à tout ce qui est produit chaque jour au sein des réseaux sociaux, qui n'a pas nécessairement fait l'objet non plus de politiques d'archivage par nos différentes institutions. Que faire aujourd'hui avec nos institutions qui travaillent avec Teams, avec Zoom et avec tous ces outils en SaaS, et comment collecter leurs données? Ça, ce sont, comme dans beaucoup de pays, des choses qui sont en cours de discussion aujourd'hui. Troisième volet, les questions techniques. Nous avons des outils aujourd'hui. Nous avons le logiciel Vitam qui a été implémenté dans, vous avez vu, déjà 8 organisations avec de nombreux projets en cours. Mais aujourd'hui, nous devons gérer ces plateformes au quotidien avec les problématiques qui sont celles d'une gestion au quotidien d'un équipement en termes de maintenance, en termes d'évolution du logiciel pour implémenter les nouvelles fonctions ou faire les montées de versions logicielles. Donc, toutes choses qui doivent être aujourd'hui prises en compte et améliorées au fur et à mesure. Et le fait que l'équipe Vitam gère aussi une plateforme avec Vitam as a Service est véritablement un plus pour garantir une bonne maintenance des autres plateformes. Nous devons aussi réfléchir aux questions d'accès pour lesquelles qui ont été jugées moins prioritaires que les questions d'entrée. Thomas Van Waal a expliqué que un prototype était à disposition et soumis à commentaires aux archives nationales, mais il ne concerne que des documents librement communicables. Comment aujourd'hui fournir un accès à des utilisateurs à distance à des documents qui ne sont pas librement communicables? C'est une vraie question. Aujourd'hui, la seule possibilité que nous devons à leur offrir, c'est de venir sur site. Est-ce encore soutenable aujourd'hui? C'est une vraie question. Et comment accéder à des documents anciens? Quels services fournir à nos utilisateurs? Il y a des questions encore techniques aussi à gérer. Il y a aussi naturellement des questions de recherche et développement, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quels outils d'intelligence artificielle avons-nous besoin pour aider les archivistes à évaluer les données, à sélectionner et à trier les données? Nous avons quelques premiers projets dans les ministères, mais il y a encore du travail à faire et c'est pour ça que la France, via l'École nationale des chartes, a rejoint le projet Interpares. Enfin, il y a des questions humaines. Des questions humaines qui sont celles que nous rencontrons tous. Des questions de formation. Comment aujourd'hui former archivistes et informaticiens qui doivent évaluer, sélectionner, traiter, communiquer les archives et maintenir les plateformes qui sont développées mises en œuvre pour gérer ces archives électroniques. Jusqu'où faut-il aller, notamment pour les archivistes, dans la formation technique des archivistes? Faut-il les sensibiliser? Jusqu'où faut-il aller dans la connaissance de la technique pour qu'ils soient capables de procéder selon la déontologie du métier et selon les bonnes pratiques, qu'ils puissent procéder à une bonne politique d'archivage, à une bonne prise en compte des archives électroniques au sein de leurs organisations, au sein de leur métier. Voilà quelques-unes des questions qui sont encore en cours et qui ne seront pas réglées rapidement, puisque toutes arriveront au fur et à mesure des questionnements et des besoins. Et maintenant, il est l'heure pour mes camarades de pouvoir vous expliquer ce que eux, chacun dans leur implémentation, se posent comme question et envisagent donc ces problématiques. Next slide, please. Alors, je vais commencer, je m'en excuse par avance parce que je vais
probablement fortement paraphraser ce que vient de dire Édouard. Effectivement, si Vitam a été un peu une révolution dans sa manière d'être conçue dans le paysage archivistique français, le PAF, désolé pour les traducteurs, c'est intraduisible. Si Vitam a été une révolution, il est venu avec ses propres révolutions pour nous. Donc, d'un côté, il nous offre des outils. Il nous offre des outils qui nous permettent d'archiver de manière nativement numérique, de décrire de manière native, harmonisée, le passé, le présent. En ce sens-là, c'est un peu un trait d'union entre le passé et l'avenir. De gérer et de préserver nos données. Malgré ça, eh bien, il vient, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ses propres révolutions. Donc, d'abord, comme l'a dit Édouard très bien tout à l'heure, la granularité de la description qui n'est plus la même. On peut continuer à décrire des fonds, mais l'unité de description majeure pour nos archives électroniques, ça devient le document. Et à côté de ça, la masse entrante devient sans commune mesure. Donc, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, 2 millions d'objets physiques, ça représente quelque chose qui varie entre 50 et 100 km linéaires en fonction de la description. Et nous, on vise le milliard d'objets en termes électroniques. Et à cela va venir s'ajouter une troisième révolution qui est un peu extérieure au monde des archives, mais qui n'y est pas totalement étrangère, c'est les pratiques de nos usagers, qui, en termes de recherche et d'attente de résultats, est totalement différent de ce qu'il y avait dans les années 90. On peut parler d'une forme de googlisation des pratiques de nos utilisateurs, à savoir, je veux tout de suite mon document et je le veux dans la seconde qui suit. Tout ça implique pour nous de revoir un petit peu notre pratique du métier, en fonction de la masse, en fonction de la forme du document, en fonction des attentes de nos usagers. Et ça veut dire, pour nous, apprendre à gérer de la donnée, apprendre à la préserver, apprendre à décrire, indexer cette donnée, et donc à acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter à ce nouveau paradigme. En fait, l'archiviste, comme vous le voyez écrit ici, devient par bien des aspects une forme de data manager. Et donc, doit apprendre à gérer cette donnée. Pour filer un petit peu la métaphore que nous a donnée Édouard tout à l'heure, avoir Vitam chez soi, c'est un peu comme acquérir un bâtiment d'archives avec des technologies dernier cri, en termes de conservation, des compactus, de la climatisation, de la ventilation. Eh bien, ça ne sert à rien si nous n'avons pas le personnel adapté pour pouvoir l'utiliser. Et donc, maintenant, nos archivistes doivent développer de nouvelles techniques pour faire rentrer ces données, pour les sélectionner et, dans un deuxième temps, pour apprendre à les préserver, les conserver et les rendre accessibles. Voilà. Next slide, please. Je vais laisser maintenant la parole à Erwan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'archive diplomatique, avant la mise en place du programme Vitam, nous collections finalement assez peu de données numériques à archiver. Il s'agissait de collectes exceptionnelles, très ponctuelles, notamment sur des données qui étaient produites dans des applications, dans des SI, qui étaient en fin de vie. Globalement, les équipes, et nous globalement, l'ensemble des archives diplomatiques, ne savions pas comment faire face au volume de données qui étaient produites dans les services, dans les postes diplomatiques. C'est grâce au programme Vitam et au projet Saphir que nous avons pu avancer. Et aussi aujourd'hui, le programme Vitam, le projet Saphir sont toujours un formidable aiguillon en fait, pour faire face à ce volume, pour faire face à cette multiplicité de données et de typologies. Donc, depuis 2015, nous avons réussi à mettre en place une politique de collecte qui nous permettait vraiment de répondre à l'ensemble des défis qui se trouvaient face à nous, notamment une politique de collecte de messagerie électronique, puisque dans notre contexte, alors, les messageries électroniques sont fortement utilisées dans de nombreux contextes, mais nous, dans notre contexte particulier diplomatique, c'est vraiment un vrai complément à la correspondance diplomatique.
la correspondance au sein du ministère des Affaires étrangères, c'est vraiment la donnée métier par excellence et qui est utilisée par les chercheurs pour les études historiques en relations internationales depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on peut également de plus en plus suivre toutes les applications qui sont créées et qui sont utilisées par les agents du ministère. On travaille avec les projets de système d'information beaucoup mieux qu'il y a 5 ans sur le cycle de vie des données, sur leur archivage dans le système d'archivage numérique, et Saphir devient peu à peu une vraie brique essentielle du système d'information du ministère des Affaires étrangères. Et il est pensé comme tel pour les personnes qui gèrent les projets de système d'information. Donc ça, c'est une vraie réussite et c'est important à signaler. Par ailleurs, au sein des archives diplomatiques, on a avancé sur d'autres sujets, notamment sur la préservation des données numériques, puisque depuis l'été dernier, depuis l'été 2021, nous avons mis en place un pôle dédié avec des agents dédiés à la préservation des données numériques. Ces agents-là pilotent le système d'archivage et travaillent à la constitution de bases de connaissances sur la conservation numérique et sont vraiment les premiers interlocuteurs des personnes qui gèrent les applications et qui produisent des données numériques. Mais aujourd'hui, évidemment, comme partout et comme l'a dit Edouard et comme l'a dit Nicolas, on a encore de nombreux chantiers, de nombreux défis liés à la collecte, toujours. Il faut sans cesse remettre un peu notre politique de collecte sur l'établi et l'adapter. Il faut qu'on puisse l'adapter face à l'évolution du système d'information du ministère, face à l'évolution aussi des usages. Edouard parlait et des messageries instantanées, par exemple. Il faut aussi toujours convaincre. À mesure que l'on met à jour cette politique de collecte, il faut convaincre nos collègues, convaincre nos décideurs aussi d'avancer sur ces sujets-là. Et au quotidien, la formation des archivistes, c'est toujours un enjeu fondamental. Si on veut pouvoir rendre le travail sur les archives électroniques aussi simple que celui qui est fait sur les archives papier, il faut qu'on puisse toujours travailler avec nos collègues archivistes, entre guillemets, traditionnels, pour bien comprendre, pour bien saisir les différents aspects du particulier aux archives, au traitement d'archives numériques et à l'accès aux archives numériques, mais aussi leur faire comprendre que finalement, la réflexion qu'il peut y avoir, on peut avoir la même sur le papier. Et donc, on a toujours, évidemment, des réflexions sur l'accès aux archives qui doivent être menées aussi en interne aux archives diplomatiques pour répondre aux demandes, encore, nous, de notre côté, relativement faibles, mais qui vont aller de plus en plus fortes au fur et à mesure que le temps passe. Répondre, évidemment, aux demandes, tout en même temps garantissant les protections qui nous sont imposées par la loi. Merci, Erwan. Next slide, please. L'arrivée de Vitam et la réalisation du projet Adamant aux Archives nationales ont-elles radicalement changé la situation de l'archivage numérique? Où en sommes-nous? Alors, du côté positif, le projet Adamant aura permis d'apporter de nombreuses améliorations par rapport à la situation précédente. Notre nouveau système a tout d'abord permis d'accroître notre capacité de traitement, tout en réduisant très fortement les actions humaines les moins utiles. Par ailleurs, nous avons comme prévu développer de nouveaux services à destination de tous nos utilisateurs, de nos archivistes internes jusqu'au grand public, comme je l'évoquais. Les procédures de prise en charge et de dissémination ont été grandement simplifiées, même s'il y a toujours mieux à faire. Des interfaces d'accès direct aux métadonnées et aux archives ont été développées. De nouveaux types d'archives sont désormais pris en charge de manière courante, comme des messageries électroniques, ainsi que l'indiquait Edouard. Tout cela s'est fait sans déstabiliser le fonctionnement de l'existant, qui avait représenté un gros investissement en termes d'informatisation entre 2007 et 2013 pour la gestion de l'archivage papier. Par rapport aux enjeux d'accompagnement au changement, des résultats concrets sont également survenus. L'Institution des Archives nationales a désormais acté, depuis l'an dernier, que la gestion des archives nativement numériques ne devait pas relever d'un seul petit service spécialisé, mais devait être portée par l'ensemble de ses agents. Nos collègues qui étaient responsables d'archives papier de tel ou tel service producteur sont désormais également responsables
des archives numériques de ce même producteur. Les nombreux groupes de travail organisés dans le cadre du projet Adamant ont permis de sensibiliser les archives à cette évolution, les archivistes, pardon, à cette évolution, et de leur apporter une formation de base sur la gestion des archives numériques. Mais même si ces progrès sont réels, beaucoup reste à faire. Next slide, please. La volonté des Archives nationales de continuer à apporter des améliorations reste très forte. Elle se manifeste notamment dans notre plan stratégique 2021-2025 qui comporte de nombreux points concernant le numérique et l'archivage numérique en particulier. D'un point de vue général, les archivistes souhaiteraient tout d'abord que les capacités techniques du système soient encore étendues dans tous les domaines et sur toutes les fonctionnalités. Ils veulent aussi de nouvelles fonctionnalités. Sur le plan des méthodes et de l'organisation du travail, en fait, les nouveaux modules ont été conçus à côté des modules préexistants, comme je le disais, ce qui a maintenu dans les faits une filière spécifique pour la gestion des archives numériques. Dans le cadre du projet Adamant, nous n'avons en effet pas cherché d'emblée à construire une hybridité des outils, contrairement à nos collègues d'Archipel, mais avons plutôt cherché à développer des axes de convergence au niveau des pratiques. Cela s'est notamment opéré en reprenant, dans les modules numériques, un certain nombre de concepts et de processus utilisés dans le traitement des archives papier. Cette décision a été prise au début du projet pour des raisons techniques et financières, grandement, mais aussi pour des raisons humaines. L'intention était de gommer la technicité de l'archivistique numérique pour faciliter sa prise en main par des archivistes du monde papier grâce à ce lien entre pratiques, entre éléments qu'on retrouvait dans les processus numériques et papier. Aujourd'hui, une majorité des archivistes spécialistes du papier a désormais pris conscience de la nécessité de traiter aussi les archives numériques. D'une manière assez paradoxale, mais aussi assez stimulante pour tout le monde, certains sont désormais parmi les plus actifs à demander des évolutions plus radicales et construire une convergence plus forte des outils et des pratiques. D'autres demandent toujours à être convaincus. Sur la question particulière de la prise en charge des archives, les améliorations les plus attendues visent à limiter tous les freins qui existent aujourd'hui. L'axe principal d'amélioration porte sur la diminution des contraintes techniques que nous imposons, en allant jusqu'à envisager de supprimer l'obligation de fournir des SIP préconstruits. Ceci passerait par un transfert de charges vers les archives nationales, puisque c'est pour l'instant quelque chose que nous demandons en amont de notre système, et cela ferait évoluer notre offre de services. Cela pourrait en partie être assumé par des évolutions techniques, mais cela impliquerait aussi un renforcement des ressources humaines qu'il faudrait financer d'une manière ou d'une autre. L'autre axe majeur d'amélioration en matière de prise en charge consiste pour nous à construire des interfaces de versement depuis les systèmes d'archivage numérique qui commencent à se construire en amont de la sélection des archives définitives, comme le système Vitam as a Service. En matière d'accès, les axes de réflexion et de travail sont également nombreux. Ils portent sur l'amélioration des outils existants, la prise en compte de nouvelles catégories d'utilisateurs ou de nouveaux types d'archives, ainsi que sur le développement de nouveaux services. Parmi ceux-ci, un projet spécifique a été lancé pour développer la possibilité d'accéder aux archives numériques à distance, y compris quand elles ne sont pas librement diffusables sur Internet. Pour résumer, on peut dire que le projet Adamant a constitué le début d'un processus de transformation pour les archives nationales. Ce processus dispose désormais de bases que nous pensons solides. Elles ont été construites en très grande partie grâce à la dynamique qui s'est mise en œuvre dans le cadre du programme Vitam et qui nous a aussi permis d'établir un dialogue approfondi avec nos collègues des autres ministères qui sont encore là aujourd'hui, mais aussi avec d'autres partenaires. Nous comptons beaucoup sur le fait que cette dynamique se maintienne. Cette volonté se manifeste toujours dans notre investissement dans Vitam, mais aussi dans le domaine particulier de la préservation des archives numériques, où nous participons à une structure nationale qui fédère de nombreuses institutions françaises. Je laisse à Erwan le soin de vous en parler.
Effectivement, donc la préservation est aujourd'hui un enjeu majeur de pilotage et de gestion de nos systèmes d'archivage numérique. C'est pourquoi, à l'issue d'un travail que nous avions mené sur le sujet collectivement au sein du programme Vitam dès 2017, avec l'ensemble des partenaires, on a décidé de nous regrouper avec d'autres entités qui ne faisaient pas forcément partie du programme Vitam, qui n'en sont toujours pas membres aujourd'hui, mais des entités qui travaillaient déjà sur l'archivage numérique et sur ces sujets particuliers de préservation des formats de fichiers. Et donc, on s'est regroupé dans une cellule de veille sur les formats, donc, qui est hébergée dans un groupe qui préexistait déjà, qui s'appelle le groupe PIN, pour pérennisation de l'information numérique, hébergé lui-même dans une association qui s'appelle l'association Aristote. Il y a un site internet, donc on ne vous l'a pas mis, mais on pourra éventuellement le transmettre, avec... où on regroupe, on a publié l'ensemble de notre production. En fait, nous sommes partis du principe que nous n'étions pas capables individuellement, au sein de nos institutions, de mener des chantiers de réflexion autour de la préservation des formats et que nous avions besoin, finalement, de travailler ensemble, de coopérer entre différentes institutions, entre différents acteurs, pour mener à bien ces chantiers. Et donc, on a différents objectifs. Le premier, évidemment, c'est d'accroître notre connaissance sur le sujet, mais aussi dans une perspective plus large de partage. C'est aussi diffuser cette connaissance au-delà de la cellule. Donc, on fait des webinaires régulièrement à destination de nos collègues archivistes ou on va dire, professionnels de la préservation des données numériques. On publie, donc, comme je l'ai dit, également sur notre site internet, sur le site internet de l'association Aristote, différents livrables, différents éléments qui permettent, nous l'espérons en tout cas, à nos collègues de pouvoir monter en compétences et d'apprendre des choses sur le sujet. On a, au tout début de la cellule, on a mené un travail important de traduction en fait, de livrables qui avaient été produits notamment par des institutions anglo-saxonnes. Je pense par exemple au manuel de la préservation numérique publié par la Digital Preservation Coalition. Et voilà, ça nous a permis aussi d'avancer assez rapidement sur ces sujets-là, et on mène un travail voilà, de recensement des formats que nous avons en interne et de synthèse des éléments, des critères de préservation de ces formats pour ensuite pouvoir les partager plus largement. On en est évidemment au tout début. On a travaillé sur quelques formats, sur des formats images notamment. Mais voilà, l'objectif, c'est d'aller plus largement diffuser cette information. Merci, Erwan. Les liens entre nos institutions se sont renforcés grâce à ces collaborations et celle-ci en particulier. Enfin, comme je le disais, nous restons tous mobilisés autour de l'équipe Vitam et je vais de nouveau céder la parole à cette même équipe pour évoquer leur rôle aujourd'hui. Merci Thomas. Next slide, please. Alors, le constat que vous faites, c'est que finalement, un grand pas a été fait. Et aujourd'hui, à vous entendre, et moi qui étais là au début du programme, au premier jour, on voit une maturité qui est sans commune mesure et qui témoigne de ce pas, je pense, de géant qui a été accompli. C'est extrêmement agréable, je vous le dis, de vous entendre témoigner comme ça. Vous notez aussi, et Édouard Vasseur l'a souligné, rien n'est terminé, c'est sûr. Un pas de géant a été fait, une collaboration très forte, active, productive, concrète a lieu sur les questions d'archivage électronique autour du programme Vitam et au-delà, bien au-delà, bien sûr. Mais l'archivage électronique, ce n'est pas une matière morte, ça sera sans doute une matière vivante. La révolution numérique, se révolutionnant elle-même à cycle très court. Donc, on est entré dans une phase où on ne pourra pas être immobile sur l'archivage électronique. En 2020, s'est terminée la phase dite projet du programme Vitam, celle où son cadre était donné par un financement du programme d'investissement d'avenir, par une structure qui est très forte,
pour passer dans la phase dite produit. C'était aussi l'occasion de revoir, je dirais, les moyens alloués au programme et de les adapter à cette nouvelle phase et à cette réalité aussi économique. On ne peut pas poursuivre des investissements à un niveau extrêmement élevé de manière continue et non raisonnée. Donc, une phase, je dirais quand même, qui a posé question sur le rôle du programme Vitam à partir de là. Évidemment, et je rassure tous mes collègues ici, son rôle premier, c'est d'assurer pour ces ministères-là, je dirais, la qualité d'un suivi et d'un logiciel qui continue à vivre en très forte proximité. Ça a été aussi un rôle réaffirmé auprès des réutilisateurs sur la diffusion, en considérant que finalement, on ne pouvait réussir sur l'archivage électronique qu'en dépassant aussi les tailles critiques d'organisation et d'utilisateurs pour que ce service puisse être pérennisé dans le temps et se transformer et adresser les problématiques actuelles de l'archivage électronique, de continuer à faire sa révolution numérique et la révolution numérique de l'archivage, avec des gens qui autour de nous sont maintenant beaucoup plus, je dirais, matures et même qui nous éclairent sur les problématiques. Donc, le rôle finalement exploratoire et de locomotive du programme Vitam a été clairement réaffirmé. On a bénéficié aussi énormément d'une chance énorme, c'est le programme, le projet Vitam accessible en service, qui a permis d'adjoindre de nouveaux porteurs financiers et aussi d'utilisateurs archivistes d'un autre univers qui est celui de l'archivage intermédiaire, qui ont pris le relais aux côtés des premiers pour apporter leurs problématiques, leurs exigences. Et les réutilisateurs, on a vu qu'on a un réutilisateur privé, Xelian Stock Archive, on a des réutilisateurs publics avec des problématiques très différentes, des positionnements différents, donc qui nous interrogent à 360 degrés sur justement toutes ces questions-là. Donc, aujourd'hui, le rôle du programme Vitam, c'est vraiment ce rôle de locomotive et d'accompagnement sur les problématiques de l'archivage électronique en France, en fédérant tous les modes de contribution qui peuvent être faits. Les problématiques actuelles, c'est on a un grand cœur Vitam solide qui a été construit et éprouvé, donc on a un logiciel qui fonctionne, mais il faut aussi que les services de l'État soient capables de structurer pour amener l'information et l'archive jusque dans ces systèmes Vitam. Donc pour tous les utilisateurs, une problématique d'urbanisation, de collecte, qu'ils adressent de différentes manières et pour lequel le programme Vitam, je dirais, sur des sources de financement dédiées, est capable d'avoir aussi une influence en développant actuellement un module de collecte et va se positionner sur des expertises sur différents points. C'est-à-dire un rôle qui dépasse un rôle d'éditeur, qui est un rôle d'accompagnant et aussi de réflexion par rapport à des points qui ont été évoqués comme la préservation numérique. Vitam apporte une forme de réponse avec les aspects de transformation, et sans s'engager dans d'autres voies que celle de la transformation, dans un souci de responsabilité et en cohérence avec la direction et les archivistes, d'étudier quand même et de garder ouvert la possibilité d'avoir d'autres stratégies, comme l'émulation ou d'autres encore. Édouard Vasseur a parlé de l'utilisation de l'IA. Typiquement, dans Vitam, on ne veut pas mettre de l'IA pour l'IA, mais on attend et on réfléchit avec les archivistes, avec les informaticiens, sur l'usage qui pourrait en être fait. Mais c'est bien le rôle de Vitam, à un moment, d'être capable de, par rapport à des réflexions d'innovation, d'en faire des outils de production réels, rapidement, et de manière extrêmement sérieuse pour toute la communauté des archivistes
français et au-delà. Parce que, évidemment, aujourd'hui, Vitam a été construit sur une base majoritairement française, avec des protocoles d'échange et des normes françaises, mais dès aujourd'hui, avec le module de collecte dont je parlais, on commence déjà à pouvoir dialoguer avec d'autres langages. Et il est tout à fait adapté pour transférer je dirais, permettre d'adresser des archives numériques qui seraient décrites autrement et pour d'autres cas, pas forcément uniquement français. Alice, je ne sais pas si jamais tu veux m'aider à tracer ce chemin. Next slide, please. Et Marion aussi, n'hésitez pas à intervenir. On a dit et redit, je pense tous, que l'idée quand même derrière, c'était celle de la communauté. Il y a une première communauté de pratique, une première mise en commun à laquelle on tient, c'est de réaffirmer que ce qui fonctionne, c'est le travail main dans la main, archiviste, informaticien. On a évoqué les périmètres avec Edouard tout à l'heure de ce qu'est le métier d'archiviste maintenant, et Nicolas l'a évoqué aussi sur jusqu'où l'archiviste doit aller et monter en expertise. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne quand il y a une collaboration forte entre archivistes et informaticiens, et qu'on a eu plusieurs exemples de projets où si c'est assez déséquilibré, ça a beaucoup plus de mal à avancer. Donc ça, c'est déjà des premières étapes pour nous à franchir, c'est d'affirmer ce rôle et cette mise en commun et de travailler ensemble. La transversalité et le travail ensemble, on le favorise aussi au niveau justement du mode contributif, c'est-à-dire que Vitam est un logiciel libre. L'idée est bien de favoriser la contribution, et c'est maintenant le modèle vers lequel on a déjà éprouvé depuis plusieurs années, mais vers lequel on tend de plus en plus, c'est-à-dire d'accueillir des contributions avec tout ce que ça implique de travail pour accueillir ces contributions en termes de tests, de recettes, de cohérence avec ce qui est déjà proposé par Vitam. Mais c'est grâce à ça que le produit répond aux besoins du plus grand nombre. Et donc, ces contributions sont vraiment au cœur maintenant de notre fonctionnement, avec des évolutions majeures qui sont liées à la réponse à des besoins exprimés par des utilisateurs. Et on veut continuer évidemment dans ce sens. Vitam est de plus en plus appelé par cette communauté sur un rôle d'expertise. Alors, il faut qu'on trouve le bon degré d'expertise et quel est vraiment le rôle de Vitam, puisqu'on n'est pas non plus uniquement un centre d'expertise. On réalise toujours et encore, Emmanuel l'a redit, la solution logicielle. Mais c'est vrai qu'on voit bien que le besoin de monter en compétence, on y répond, et que de nombreux archivistes viennent vers nous pour cela. Et on essaye de travailler dans ce sens. Je ne sais pas s'il y a des sujets que tu voulais rajouter. Je crois qu'on a fait. On peut dire juste une petite actualité pour cette année, que tu l'as déjà signalé, les identifiants ARC et l'archivage des documents signés électroniquement va donner lieu à des chantiers métiers, et toujours dans une logique d'éprouver les concepts dans le réel, à des tests et à des mises en œuvre à l'intérieur du produit pour, je dirais, toujours faciliter des cas d'usage particuliers ou plus poussés de la part de la communauté archiviste. Et j'espère qu'en fin d'année, on pourra d'ores et déjà communiquer quelques éléments supplémentaires dessus. Merci beaucoup à tous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce que nous voulions partager avec vous pendant cette session, cette première partie de session en tout cas, où nous avons beaucoup parlé. On a un tout petit peu d'avance même, ce qui est un peu inespéré, j'avoue, en parlant à 7 personnes, en tout cas de mon point de vue. Donc je tiens vraiment à remercier mes collègues pour leur discipline, voilà, aujourd'hui, et puis vous remercier de votre écoute. Donc il y a déjà eu un nombre relativement important de questions dans la partie Q&A de Zoom. Donc, on va les prendre et commencer à y répondre. N'hésitez pas également à en poser de nouvelles au fur et à mesure. Alors, les questions portent sur des sujets assez différents. On va peut-être commencer par les questions liées à la prise de décision du lancement du programme Vitam. Il y a une question là-dessus.
un peu dans une logique chronologique, hein, on ne refait pas un historien d'une certaine manière. Voilà, la question précisément était à quel point la nécessité de construire Vitam a-t-elle été prise de haut en bas, top-down, voilà, par des membres éminents du gouvernement, ou est-ce que ça s'est fait bottom-up, voilà, depuis les agents. Donc, Édouard et moi sommes un peu les historiques de l'affaire, donc on était là au début, donc on va peut-être partager la réponse rapide qu'on va faire là-dessus. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'en tout cas, il y avait un mandat qui nous avait été donné par nos responsables de service, que ce soit aux Archives nationales, au ministère des Armées, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais que c'était des mandats dans chacun de nos institutions séparées, et qu'effectivement, on a pris le parti à l'époque de se rapprocher pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et à partir de là, une dynamique bottom-up, j'ai envie de dire, s'est mise en œuvre. Je te laisse compléter un petit peu, Édouard, peut-être ? C'est totalement ça. Hein. C'est vraiment un projet qui a été construit par les archivistes et les informaticiens de terrain, qui ont fait le plaidoyer nécessaire auprès des instances de chacun de leurs ministères, des instances interministérielles et des membres du gouvernement pour obtenir la mise en œuvre de ce programme. Et voilà, on est arrivé à la fois par la qualité de notre plaidoyer et avec aussi un bon moment, on va dire, de point de vue timing et d'un point de vue plaidoyer, à convaincre que c'était le bon moment pour agir, parce qu'on était en phase aussi avec les stratégies qui étaient en train de se déployer à la fois au niveau informatique et au niveau archivistique au sein de l'État français. Ah oui, à ce sujet-là, je voudrais compléter en disant qu'on est bien tombé, effectivement, du point de vue notamment informatique interministériel, hein, la première direction interministérielle en France chargée des questions informatiques a été créée de mémoire en 2011. Et en fait, on a construit le projet Vitam et l'idée de cette communauté en 2012-2013, à une époque donc, où la volonté clairement au niveau gouvernemental sur les questions informatiques était de s'équiper de solutions qui pourraient être réutilisables, évidemment au sein de l'administration et le plus possible éventuellement, avec des solutions développées avec des sociétés privées, avec des prestataires, voilà, créer des solutions qui soient éventuellement aussi réutilisables en dehors de la sphère publique. Donc, ce qu'on peut peut-être faire à la suite de ce premier point, c'est enchaîner par des questions concernant les moyens qui ont été nécessaires pour les différentes phases de Vitam. Donc, il y a des questions sur les coûts et sur les effectifs. Alors, comme ça a été évoqué, il faut distinguer cette question pendant la phase projet et la question aujourd'hui. Donc, la phase projet de mémoire pour Vitam, c'est de 2015 à 2020, donc sur 5 ans. Et nos projets, grosso modo, c'est à peu près ça. On a tous à peu près démarré en 2015-2016 et fini entre 2020 et 2022. Enfin, certains sont encore en cours. Voilà. Ce que je peux dire avant de laisser Emmanuel en dire peut-être un petit peu plus sur la phase projet dans un premier temps, c'est dire que pendant cette phase initiale de projet de 2015 à 2020, donc, il y a eu un financement dans le cadre de ce qu'on appelait en France les programmes d'investissement d'avenir. En fait, c'était des emprunts d'État qui avaient été mis en œuvre à cette époque-là dans une optique d'acheter des prestations, on va dire, à des sociétés privées pour construire justement des infrastructures informatiques ou d'autres natures pour l'avenir. Voilà, on a pu profiter de ce programme-là en 2013 et jusqu'en 2020. Sur les moyens dans cette phase projet, tu veux dire quelques mots supplémentaires, Emmanuel? Et puis peut-être les moyens aujourd'hui? Oui, je vais essayer de me souvenir pour la phase projet et peut-être que Édouard pourra me reprendre si jamais je fourche. Alors, si on regarde au niveau programme globalement, le budget programme
c'est entre 45 et 50 millions d'euros pour 4-5 ans. Et là, c'est bien le budget global du programme, l'édition logicielle et les implémentations dans les ministères. Au niveau de la solution logicielle Vitam, c'est-à-dire les moyens vraiment alloués au développement de la solution logicielle, sur cette même 4-5 années, c'est 16 millions d'euros. Pardon ? 16,5 me dit-on. Je donne des ordres de grandeur, hein. C'est pas pour être dans la ultra précision. Au niveau des ressources, je ne saurais pas, donc humaines, au niveau de l'ensemble du programme, je ne saurais sans doute pas dire. Au niveau de l'équipe cœur programme Vitam, édition logicielle et accompagnement, il y avait 4 archivistes dans mon souvenir, 3 architectes informaticiens, et puis un directeur de programme et projet finance. Donc on était entre 10-12 contractuels ou pas à être je dirais, à temps plein sur la phase projet. Pour la phase, Edouard, je vois que tu hoches la tête, donc c'est bon. Pas de... Oui, c'est ça. En archiviste, on était 5 si on comptait la Mélanie Rebourg qui était directrice des partenariats et de la diffusion. Ça. Donc ça, c'était un poste très important. C'est le poste d'Alice aujourd'hui, en pleine évolution. Voilà. Et pour la phase de maintenance et amélioration continue, alors ça va être un peu compliqué parce qu'il y a la maintenance et amélioration continue Vitam, et puis il y a Vitam accessible en service, et puis il y a le financement des utilisateurs, et puis il y a les financements alternatifs des plans de relance pour faire des accélérations sur des sujets innovants ou des questions comme la collecte qu'on juge stratégique. Mais je vais quand même donner des bases pour ces différentes des ordres de grandeur comme ça. Donc l'entrée en MCO, le budget annuel pour porté par les 3 ministères présents pour la maintenance et l'amélioration continue, c'est 1,9 million d'euros pour la MCO, avec comme équipe une responsable métier qui est Marion Ville, le directeur de programme qui est moi-même, un responsable technique qui reste à nommer, une directrice de la diffusion et des partenariats, donc on est, et un architecte, donc on est 5. On n'est que 4, mais on est 5 sur le papier. À cela, il faut ajouter le projet Vitam accessible en service. En fait, c'est les mêmes équipes, mais augmentées de nouvelles personnes. Donc là, on a 3 ETP, donc 3 personnes, 2,5 pour officiellement, oui, c'est 2,5, effectivement. Donc, un responsable technique à mi-temps, une responsable métier product owner et une chef de projet technique des services du numérique. Ça, c'est pour le RH. Et pour le budgétaire, donc la maintenance et l'amélioration continue de Vitam accessible en service, c'est 1,4 million d'euros annuels. Voilà. Et à côté de ça, les utilisateurs contribuent, suivant les années, à des degrés différents. Sur 2020, on a fait une comptabilité, ils ont contribué à hauteur de 1 million d'euros en estimation soit numéraire, soit de coûts de développement qui ont été abondés, ajoutés, contribués au code sous la forme de contribution, donc de la part de 4 partenaires, tant sur la partie back-office de la solution que sur la partie front, même si la partie front-office a mobilisé 70% des investissements des utilisateurs externes. Et le plan de relance, sur un an, c'est 1,5 million d'euros. Voilà pour l'ordre de grandeur du fonctionnement de la partie cœur Vitam aujourd'hui, avec ses différentes sources de financement. Merci Emmanuel. Oui, je crois que par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, il y a quelque chose de très important. Effectivement, c'est que les contributions se font aussi aujourd'hui directement en code, hein, étant donné que Vitam est un logiciel libre.
Donc, le code est complètement téléchargeable avec toute la documentation sur un site internet. Il vous suffit de taper Programme Vitam et vous retrouverez le site très facilement. Son adresse est programmevitam.fr. Voilà. Alors, par rapport à ces questions, peut-être toujours de moyens, on va peut-être pas trop détailler, mais en phase projet, un projet comme Adamante, donc de 2015 à 2021, donc sur 6 ans, a coûté à peu près 10 millions d'euros, dont un tiers en frais de personnel interne, donc c'est des estimations, hein. Donc ce qui représente à peu près une dizaine de personnes par an qui travaillaient sur le projet. Alors c'est pas, il y a 4 personnes à temps plein qui travaillaient sur le projet dans l'équipe, et les 6 autres personnes sont des équivalents, c'est-à-dire du temps d'autres personnes qui contribuaient à hauteur de 10%, 20%, 30%, 40%. Voilà. Donc au point d'atteindre de ce chiffre. Et donc les 7 millions restants sont des investissements en euros pour acheter les infrastructures, réaliser les développements, réaliser l'ensemble des études qui ont été nécessaires pour mettre en œuvre le système pour les archives nationales. Pour donner un ordre d'idée sur un projet d'implémentation, qui est un projet moyen, je crois, par rapport à nos différents projets. À peu près dans le même ordre, je pense qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur, soit en termes de TP, en termes de budget, nous, pas fini, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais oui, on est tout à fait sur ces ordres-là. Voilà, alors, on a des questions toujours par rapport aux questions financières sur les adhésions de partenaires. Est-ce qu'il y a des engagements de leur part à prendre pour adhérer au programme? Alors, pour le club utilisateur, non. On a une convention pour, en gros, acter la marque d'intérêt entre l'organisation et le programme Vitam, pour ainsi justifier le temps qu'on va passer avec eux. Il y a quand même une liste un petit peu de droits et devoirs qu'on attend, puisque l'idée est quand même que ces organisations qui s'intéressent à Vitam nous fassent des retours sur ce qui est proposé. Et c'est grâce à ça aussi que voilà, grâce aux tests qui peuvent être faits, que ça nous permet de faire évoluer le produit. Et puis nous, on met à disposition des outils, en particulier un environnement de test. Donc, on a besoin de toute façon d'identifier l'organisation. Puis c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire fonctionner tout ce qui est la comitologie autour du club utilisateur. Donc, pour le club utilisateur, non, il n'y a absolument pas d'échange financier. C'est une marque d'intérêt. Pour Vitam Accessible en service, évidemment, c'est autre chose, parce que c'est un service proposé par le ministère de la Culture et donc payant par rapport à la consommation. Oui, le paiement se fait en fonction de la quantité d'archives. Quantité, sachant que c'est et le poids binaire et le nombre d'objets qui sont évalués. Voilà, le nombre d'objets binaires. En fait, le nombre d'unités d'archives, fondamentalement. D'accord. OK. Donc, y compris les éléments d'arborescence. Oui. OK. Donc, il y avait toujours une question par rapport à la communauté. C'est une question sur les projections de croissance de cette communauté. Alors, exponentielle. Alors, en 2021, c'était une année faste. De 21 membres en janvier, on en a eu 42 en fin d'année. On est à 44 là, début 2022. Je ne suis pas sûre qu'on double. Je ne suis pas sûre qu'on souhaite doubler. Je ne suis pas sûre on verra. De toute façon, les organisations qui sont là au sein du club utilisateur, certaines viennent en gros pour faire des tests. Elles ne sont pas sûres de choisir Vitam au final. Elles ont besoin de faire des tests au même titre d'autres outils. Et puis, c'est tout le projet autour de tout ce qu'on peut proposer en acculturation. Ce n'est pas de la formation, mais quasiment pour elles. Donc, ces utilisateurs-là ont besoin de faire ces tests-là, de se confronter à un outil d'archivage électronique pour préparer leur paquet d'archives, par exemple. Donc, après, au niveau... disons que c'est Vitam Accessible en service aussi qui va nous faire, qui va faire grossir la communauté, qui va constituer un groupe en tant que tel qu'il va falloir faire vivre, celui des souscripteurs en gros à l'offre VAS qui vont exprimer des besoins. Et voilà, donc, on aura des populations très, très séparées peut-être. Il faudra, sur les aspects fonctionnels qui auront les mêmes interrogations, donc il faudra fédérer tout ça. Très bien. On s'est pas mis d'objectif. Non, et puis voilà, il n'y a ni objectif ni certitude évidemment dans ce domaine-là. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions concernant les moyens et les questions d'organisation. N'hésitez pas, pour ceux qui ont posé des questions, notamment
à reposer des questions si vous pensez qu'il y a des éléments de réponse que vous n'avez pas eus. Donc, par contre, il y a d'autres questions qui sont un petit peu plus d'ordre technique. Donc, on va peut-être aborder celle-ci. Donc, il y a une première question concernant le niveau de conservation au sens NDSA auquel on se situe. Je te laisse peut-être répondre, Edouard. Alors oui, je vais prendre la question. Donc, en fait, il faut distinguer ce que permet le logiciel et après ce qui est mis en œuvre par les implémentations naturellement, et c'est ce que va évaluer le NDSA Level of Preservation. Le logiciel Vitam permet de mettre en œuvre du niveau 4. Donc, notamment de posséder 3 copies dans des emplacements géographiques différents, d'avoir la possibilité de gérer les objets numériques sur des supports de stockage qui sont des supports différents, de mener des actions donc, pour remédier à l'obsolescence des supports de stockage et donc des objets eux-mêmes, de vérifier régulièrement, donc d'auditer l'intégrité des objets qui sont conservés, éventuellement de vérifier s'il y a des objets qui sont corrompus, d'examiner périodiquement les journaux des opérations et les journaux des accès et de mener des opérations qui sont des opérations de préservation, que ce soit de migration, de normalisation ou d'émulation via les mécanismes qui sont permis. Ensuite, ça dépend de chaque implémentation qui peut aller plus ou moins loin dans la mise en œuvre des fonctionnalités qui sont mises en œuvre qui sont offertes par le logiciel et de les mettre en œuvre dans le temps, puisqu'il y a la phase de découverte du logiciel, à la phase vraiment d'installation et d'implémentation du logiciel, et puis il y a la phase produit, et on n'a pas encore nécessairement besoin de toutes les fonctionnalités aujourd'hui. Néanmoins, le logiciel permet largement d'aller jusqu'au niveau 4 du NDSA Level of Preservation. Voilà, sur la partie archives nationales, de notre côté, on est entre les niveaux 3 et 4, je pense, en fonction des différents items. Voilà, je ne sais pas si… Nous, de notre côté, on n'a pas encore fait l'exercice, mais ça doit se rapprocher entre les niveaux 3 et 4. Voilà, donc ensuite, parmi les questions techniques, il y a une question très pointue, enfin très pointue. Il y a une question concernant l'application des normes, précises plus que pointues. Donc, à quel point les normes NFZ 42013, qui est déjà une norme ISO, et la norme NFZ 42020 sont appliquées dans le contexte français. Et voilà. Et question complémentaire, est-ce que cela a du sens pour nous que la NFZ 42020 devienne un standard ISO? OK. Alors, donc ça, ce sont des normes de préservation, enfin sur les enjeux de conservation. Sont des normes assez répandues dans le contexte français. J'ai envie de dire beaucoup la 42013, c'est-à-dire la norme qui est déjà une norme ISO. La 42020 l'est aussi, mais un petit peu moins. C'est les coffres forts. C'est les coffres forts. Ouais. Donc j'ai envie de dire un peu moins. Il me semble quand même qu'elle avait été prise en compte. Je ne sais pas si on n'a pas perdu Edouard. Non, il me semblait. Elle a été prise en compte Vas-y Edouard, si tu arrives à avoir une connexion. Alors sur la 42013, donc la 42013 qui est refondue récemment, c'est la norme en fait qui nous sert de base aujourd'hui en France pour la certification des plateformes d'archivage électronique qui sont agréées par l'administration des archives. Donc en fait, c'est pour nous la norme et tout prestataire qui veut faire certifier cette plateforme. On entend très mal Edouard de notre côté, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez bien Edouard? 42.0. Donc, elle est finalement relativement… Désolé pour la connexion. Oui, je crois qu'on va, on va prendre le relais parce que…
Edouard, pardon, je crois je vais te couper, je suis désolé. La liaison a l'air assez mauvaise depuis Dakar. Elle a été excellente jusque-là et elle est en train de nous lâcher un petit peu. Je vois que Clarissa Angus aussi nous a fait un petit signe. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Je pense qu'on a répondu à une bonne partie d'entre elles. Désolé, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aussi par rapport à ces questions-réponses. Et je crois que David Fricker doit intervenir pour les closing remarks de l'ensemble de ces conversations virtuelles 2022. Donc, nous allons lui céder la parole en vous remerciant encore beaucoup de votre attention pendant toute cette session. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you very much indeed, Thomas, and to all of the team there, the French National Archives. Look, can I just say at the end of that, what an extraordinary achievement VTAM is, and and what a journey that you are on. So the project is not by any means finished yet, but it's very exciting to hear that presentation. And I also hope, from my point of view, that it's making a positive change to the culture of administration, in fact, in France, and really promoting good practice and appreciation of archives and the records of the nation. So thank you very much for that extraordinary presentation. And so, yes, it is now to me to make some closing remarks on our FAN virtual conversations event. I've listened to most of the sessions as I could from my time zone here in Canberra in Australia, and I've found them all to be really fascinating, very, very engaging conversations indeed. You know, the Forum of National Archives within the ICA was established for this very purpose, to make sure that there was a forum where national archival institutions and those working within or around those national institutions have their own forum to speak about these quite specialised issues of concern to national archives, issues around organisational renewal, issues around the application of emerging technology, the development of technology, the practice and profession of archives, especially as it applies to national institutions. And for me, though, the main thing here is that it also builds that solidarity within our community. And it's such a generous, in fact, forum that we all use to share the knowledge and the expertise that we have, to share our intellectual capital that we have all developed. And I think each of us participating in these events comes away with a very heightened level of what I call professional intelligence. That is, it's above technical training and it's above skills development, but it's this intelligence, this awareness that we have of what are the very leading edge developments across our profession. So as each of us go back to our own institutions, we are equipped with the most up-to-date, internationally current understanding of what are the concepts, what are the issues, and what are the trends which are affecting us today, but will continue to affect us in the years ahead. So it is just, for me, has ticked all of those boxes and achieved all of those objectives of the Forum of National Archivists. So really, I just want to congratulate all of the participants. We've had participation from every part of the international community in this event over the last few days. And that is also an extraordinary achievement. I think we've made the very best of this virtual technology that's all becoming second nature to us. But we have really reached an incredibly diverse and wide audience across the ICA community. So it's been a fantastically successful event from my point of view. And for that, I would really like to not only thank all of the speakers, all of the participants, everyone that's asked a question,
everyone that's answered a question. I really want to thank all of you especially, but also to particularly thank the team at the National Archives of the UK, and Jeff James, the President of the Forum of National Archives. Jeff, you've done an outstanding job. Your team, Clarissa, Angus, Alana Kudelka, Lee Oliver, Trish Humphreys, and I'm sure I should mention many other names, Jeff, because I know it takes a large team and a lot of effort to put this together and coordinate this, but I especially want to single you out and say thank you to all of you and your team for doing such an extraordinary job of organising and achieving with such great success this event. So on that note, I would like to officially draw this wonderful event to a close. Once again, to thank the team at TNA, thank everyone that's participated in this event, and I wish you all the very, very best. So thank you and goodbye.